Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast. Notre objectif aujourd'hui est de plonger dans les coulisses d'un métier aussi discret qu'indispensable, celui de lecteur-correcteur. Pour cela, Blandine Raguenet s'est livrée à une petite interview. C'est une professionnelle évoluant depuis longtemps dans le monde de l'édition. Elle a récemment choisi d'enrichir son parcours par une formation certifiante qui lui a permis de donner une nouvelle dimension à son métier. Avec Blandine, nous élaborons un portrait de la profession, ses contours, ses enjeux, pour éclairer le plus grand nombre et peut-être encourager des aspirants. Bonne écoute! Blandine, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous raconter ton parcours? Quels ont été les grands jalons? Alors, j'ai d'abord fait des études de traduction. Je suis traductrice, d'abord. Donc, j'ai fait des études de traduction à l'ISIT. Dans quelle langue? Donc, je traduis depuis l'anglais et l'espagnol vers le français. Donc, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Et je me suis spécialisée dans l'audiovisuel et plus particulièrement le sous-titrage. Donc, je traduis des films depuis une vingtaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc et je suis devenue correctrice secrétaire de rédaction. Et puis, je me suis formée au gré d'une opportunité qui m'a été donnée. Et après, j'ai eu pas mal d'expériences qui m'a beaucoup nourri et appris aussi. J'ai quand même appris sur le tas. Mais voilà, j'avais déjà un bon bagage linguistique. Et beaucoup de qualités requises dans le métier de correctrice se retrouvent dans le métier de traductrice. Ce sont vraiment des métiers voisins ou cousins. Quelles sont ces qualités, justement, nécessaires? Déjà un attrait certain pour la langue et les langues en général, dans la mesure où on s'intéresse aux usages, aux nouveaux usages de la langue et des langues. On s'adapte à notre lectorat en tant que correcteur, donc il faut connaître ce qui se passe, le jargon dans tel univers, si on traduit un roman avec des ados ou si c'est une terminologie particulière dans laquelle il faut qu'on se plonge parce que c'est plus professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris par la traduction. Donc j'écris en français en traduisant et je me plonge dans un secteur. Si je traduis un documentaire animalier, je me plonge sur ce sujet que je maîtrise pas forcément au départ. Tu fais un travail en amont d'immersion, Non, mais au gré de la traduction ou de la correction, on fait des recherches en fait pour être sûr que la formulation est la bonne, la terminologie est la bonne. Est-ce que avant on parlait tel sujet de cette façon, est-ce que ça évolue et pourquoi? Bon, donc en fait, on est obligé, donc c'est aussi toute la richesse de ces métiers, c'est que on se plonge en permanence dans des sujets divers et variés. Là, j'ai corrigé une campagne de marketing pour un industriel de pompes de relevage et de pompes de refroidissement, et en même temps, j'ai corrigé un roman de fantasy qui va être auto-édité. Donc, on fait le grand écart en permanence et en traduction, on fait la même chose. Là, j'ai traduit un documentaire sur un danseur étoile et je m'apprête à traduire un film d'horreur. Et c'est quoi tes ressources pour t'acclimater, pour te documenter sur un secteur? Alors, il y a quelque chose à notre génération qui est quand même une source incroyable, c'est Internet. On a quand même accès à un nombre de ressources assez incroyables. Il faut évidemment apprendre à les maîtriser. Mais voilà, on a des outils qui sont d'abord les dictionnaires, évidemment. Et le contact avec les professionnels du secteur. Et le contact, aussi. ouais. Alors ça, en traduction comme en correction, on est amené bien souvent à consulter des experts qui sont en général ravis de nous parler de leur métier. Tout le jargon militaire, par exemple, ça va être très compliqué parce qu'il y a des équivalents. Mais en fait, dans le cockpit, ils parlent comment? J'avais traduit aussi, il y avait un passage sur ce qu'on appelle un méga-feu, un incendie. Comment dans le feu de l'action, enfin le feu de l'action, mauvais jeu de mots, mais ils se parlent entre eux, les hommes, pour être efficaces, etc., avec le stress et tout. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'on trouve pas forcément, enfin même qu'on trouve pas dans les bouquins. Donc voilà, ou des juristes parfois qui vont vraiment nous éclairer sur, bah oui, aux États-Unis, ils vont dire comme ça, mais en France, on n'a pas cet équivalent-là, donc on va plutôt parler comme ça. Donc voilà, les ressources humaines sont primordiales. Alors c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours le temps, puis le réseau pour consulter facilement des experts. Mais finalement, même les réseaux professionnels comme LinkedIn, on peut facilement trouver des gens qui vont nous aider. Ce qui fait que c'est très stimulant et vivant, même si ce sont des métiers solitaires. On travaille seul, même si on a
pas mal d'interlocuteurs qui sont nos donneurs d'ordre, nos clients, etc. On passe beaucoup de temps seul, sans collègues au quotidien. Oui. Donc toi, t'abordes un projet de la manière suivante. T'as un travail de correction ou de traduction. À toi d'identifier les interlocuteurs pour te familiariser avec le secteur, avec le jargon. Alors c'est pas systématique, hein. Parfois, la plupart du temps, on s'en sort très bien avec les ressources en ligne, nos propres connaissances, évidemment, notre entourage. Voilà, c'est pas du tout systématique. C'est surtout quand c'est très spécialisé. Là, par exemple, j'ai traduit ce documentaire sur un danseur étoile. Bon, ça tombe bien parce que moi, la danse, c'est une de mes, des passions, en tout cas, un centre d'intérêt que je nourris depuis mon plus jeune âge. Donc, je vois très bien comment on peut dire quand on est en répète, comment on peut articuler une phrase. C'est pas tant comment se dit telle position, tel pas, mais c'est comment le danseur, dans sa pratique avec son prof, son coach, ou quand il répète avec la compagnie, comment il va en parler, en fait. Tout l'enjeu, en fait, de ces métiers que sont la traduction et la correction, c'est de rendre les choses compréhensibles, fluides, et que ça parle au lectorat, en respectant, évidemment, la patte de l'auteur s'agissant de l'édition ou la touche voulue par le service marketing. Voilà. On dit toujours traduire, c'est écrire, certes, mais pas à partir de rien. C'est-à-dire qu'on réécrit quelque chose dans une autre langue. On fait passer le message. On a le statut d'auteur en sous-titrage, par exemple. En correction, c'est pareil. Il faut un bon bagage culturel. Enfin, il faut quand même une bonne culture générale parce que on parlait des ressources tout à l'heure en ligne ou auprès d'experts, mais il faut quand même pouvoir mobiliser assez rapidement, beaucoup de connaissances pour être à l'aise, pour jongler un peu entre différents registres de langue, différents univers. Après, il y a beaucoup de parallèles et de ponts qui se font entre ces deux métiers. C'est pour ça que moi, je trouve que je suis ravie de faire ces deux métiers. Ils se concurrencent pas et j'ai développé des compétences particulières pour l'un et l'autre de ces métiers, mais en même temps, il y en a beaucoup qui font écho. C'est très cohérent de faire ces deux métiers-là, en fait. Donc toi, en tout cas, t'es rentré t'es arrivé dans ce métier par la traduction et t'as décidé d'ajouter. Finalement, t'avais déjà fait de la correction, c'est ce que tu dis. Voilà. Mais t'as du coup décidé de consolider cette dimension-là de ton métier. Ouais, on m'a proposé en fait de me former au secrétariat de rédaction, donc c'était une très très belle opportunité pour un grand groupe, le groupe Marie-Claire, et donc presse magazine. Donc je me suis formée rapidement, on va dire, et aussi sur le tas. J'ai été bien accompagnée pour ça. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années pour ce groupe, donc j'étais vraiment intégrée à la rédaction. Donc là, il y avait quelque chose, un aspect justement pas du tout solitaire. Donc moi j'aimais beaucoup ça aussi parce que j'aime bien côtoyer des gens. Et alors je dois dire que de temps en temps j'ai besoin de silence. C'est quand même un métier où à la fois j'aime la vie de collègues et la vie d'une rédaction. C'est sympa parce que sur un magazine on parle de plein de sujets différents. Pour autant, comme on est garant d'un texte qui doit être nickel, on est le dernier maillon de la chaîne avant édition, publication, impression. Il y a une exigence qui est inhérente à ce métier, évidemment, la rigueur, la précision. Mais moi, j'ai besoin de travailler en silence aussi. Aujourd'hui, je travaille principalement chez moi, et ça me va bien parce que j'ai besoin vraiment de ce calme absolu. Je fais des pauses régulièrement. On est très très concentré, quoi. D'abord, nous on travaille au son, en traduction, sous-titrage. Donc il faut pas qu'il y ait de bruit parasite à côté, parce qu'on s'attache beaucoup à traduire en fonction du rythme des dialogues, et on est en empathie avec les personnages, donc on rentre un peu dans le film. Et pour la correction, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, le roman de fantasy que je viens de corriger, c'est pas forcément mon univers en tant que lectrice, même pas du tout, mais je rentre totalement en empathie avec les personnages, notamment le héros qui mène une quête, etc. Pour me dire, voilà, est-ce que là, ce dialogue il fonctionne, est-ce que c'est bien dans la continuité de son personnage, des scènes précédentes, des scènes à venir, etc. Ça doit être fatigant émotionnellement. Ouais, mais c'est très chouette. Enfin, puis c'est stimulant, et puis il y a un côté quand même assez ludique. Bon, voilà. Et est-ce que tu as cette problématique aussi quand t'es à la tête dans un texte de ne plus voir certaines erreurs? Comment est-ce que tu repasses derrière toi-même? Non, alors justement, comme c'est pas nous qui créons le texte, cette matière, elle est pas de notre fait. Donc on a quand même un recul inhérent à notre activité, en fait. Moi, par exemple, quand je remets une traduction, je la soumets toujours à un œil extérieur. Quand moi je suis correctrice, j'ai vraiment ce recul-là et je me concentre exclusivement sur. Et qui sont tes yeux extérieurs, tes yeux extérieurs? Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un mari qui fait le même métier que moi, enfin qui est traducteur, et donc on se fait vraiment confiance et je lui soumets à peu près toutes mes traductions. Et souvent dans le métier aussi, on a ce qu'on appelle un simulateur ou une simulatrice qui justement visionne le film
avec nos sous-titres et nous fait des retours, des commentaires, etc. Sur le choix de te former, qu'est-ce qui t'a décidé à rajouter cette corde à ton arc il y a quelques mois, en fait? Oui, j'ai suivi une formation délivrée par l'École française de lecteurs-correcteurs, connue sous le sigle EFLC, qui délivre une formation en 6 mois. Enfin, il y a 2 types de formations, en tout cas au moins 2, pour former à la correction. Et aussi, il y a une formation pour ceux qui sont déjà un peu plus experts. Donc moi, je me suis dit, en fait, c'était un moment où j'avais perdu des clients, d'autres qui avaient mis la clé sous la porte. Et donc, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de vraiment me repositionner, peut-être un peu plus pour vraiment faire 50-50 cette activité de traduction et de correction. L'univers de la traduction est un peu ébranlé en ce moment, notamment par l'arrivée de l'IA. Donc je me suis dit, c'est pas mal si vraiment j'arrive à doser moitié-moitié. Et puis, parce qu'en France, on s'attache beaucoup au diplôme sur les CV. Je me disais que c'était important. Comme je m'étais formée sur le tas, il y a des clients qui ont besoin de voir notre parcours et que ce soit sanctionné par une certification. Ce que je peux comprendre aussi. Et je dois dire que ça m'a redonné un peu de légitimité, mais j'avais peut-être besoin aussi d'asseoir un peu mes acquis. La formation était de grande qualité. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on apprend toujours. Non seulement sur les pièges de la langue, mais sur des façons de faire, de méthodologie, pour être plus efficace, pour être toujours plus rigoureux, pour toujours se dire que c'est un métier dans lequel le doute, c'est une grande qualité. Donc on re-questionne nos savoirs, on revérifie. Plus on en sait, plus on doute, j'allais dire, mais c'est une qualité, enfin voilà. Est-ce que ça t'a apporté aussi des mises à jour? Je sais que dans les métiers de freelance, où on bénéficie pas de formation, comme quand on peut être salarié en entreprise, il y a des choses du métier qui évoluent, qu'on ne perçoit pas forcément. Est-ce que ça a été ton cas? Ouais, ça m'a aussi ouvert, grâce à la qualité des intervenants qui sont tous des professionnels de la correction, ça m'a ouvert aussi des perspectives en me disant, oui, on peut aussi bosser dans tel secteur, ça va être intéressant de développer. Ça donne des idées, en fait. Voilà. Moi, ça m'a aussi reboosté. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais peut-être besoin aussi de me dire, voilà, je suis légitime, j'ai passé la certification, je le mets sur mon CV, et en plus, pour démarcher, ça m'a redonné un peu d'énergie. Ouais. Bon, après, les choses en freelance font que le réseau, c'est très important, et ça peut payer que des années après avoir semé une graine. Donc, il faut pas désespérer. Ouais. Tu as quel statut d'ailleurs? Alors, en tant que traductrice, je suis autrice, et en tant que correctrice, secrétaire de rédaction, je suis auto-entrepreneur. Ah oui, d'accord. J'ai une micro-entreprise. Autrice, c'est un statut particulier qui te permet d'être rémunérée d'une certaine manière? On facture, on fait des notes de droit d'auteur, et après, on touche des droits d'auteur. D'accord. À la diffusion, à la projection. Ça, c'est quelque chose que vous voyez aussi dans la formation? Quand j'ai fait à l'époque, ce qu'on appelait les DSS, de traduction spécialisée en audiovisuel, oui, on a été briefé là-dessus. Et quel est votre rapport à l'intelligence artificielle dans votre métier? Est-ce que les clients ont le sentiment qu'ils peuvent se passer de lecteur-correcteur? Est-ce que dans la traduction également, on travaille avec l'IA? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, évidemment, j'ai pas du tout envie que, pour plein de raisons, et notamment pour mon rapport au travail, de façon un peu plus philosophique, moi humaine, et le travail qui me fait vivre, mais pas que. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de passer derrière une machine? C'est pas quelque chose qui me motive. Je crois qu'il y a des clients des éditeurs, des agences qui travaillent avec l'IA et qui après et une correction. Et le résultat sera jamais aussi bon que si on était passé directement par un vrai traducteur et un vrai correcteur. Parce que il y a ce syndrome en fait, c'est un appauvrissement de la langue et donc de la pensée, parce que tout est lié. Et de l'identité du texte. Et de l'identité. Et il y a un très gros risque d'uniformisation des textes, de l'écrit, mais aussi de la pensée. Donc, moi, je suis très alarmée, très inquiète de tout ça. Et on m'a dit, il y a des clients qui reviennent, en fait, qui se rendent compte, en fait, ils ont dû doubler un peu leur process. C'est-à-dire qu'ils ont fait faire par une machine. Ils n'étaient pas contents du résultat. Ils ont voulu payer quelqu'un pour le refaire, mais au final, c'était un peu bancal. Et finalement, ça leur a coûté plus cher. Fiasco. On va le dire. Voilà. Est-ce que tu aurais une collaboration un peu anecdotique, un peu rigolote ou marquante? Ça fait partie du métier de traductrice en sous-titrage. C'est que voilà, encore une fois, on peut être amené à traduire des documentaires assez spécialisés, assez sérieux, et puis parfois de grande beauté sur les arts, la nature, ou des films d'horreur, ou des dialogues très rigolos d'ados, ou un peu qui vont chercher dans des sphères dans des univers qui ne sont pas forcément très familières, mais ce qui fait un peu le sel de notre métier. Et en correction, j'ai eu une très belle expérience avec une agence de com qui m'avait contactée pour corriger
les brochures de saison de l'Opéra de Paris. Et moi qui aime beaucoup la danse, j'avais beaucoup aimé faire cette mission. En plus, l'équipe était très chouette, donc c'était une belle expérience. J'ai un très bon souvenir. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui aimeraient exercer ce métier, qui hésitent? Alors, je pense qu'il y a 2 profils. Il y a peut-être ceux qui connaissent le métier et qui hésitent à se former donc et à se lancer, notamment parce que c'est du freelance, parce que on sait pas trop quel statut on va avoir, comment ça va se passer dans la réalité. Et puis à des plus novices, dirais-je, qui savent simplement qu'elles aiment les mots, qu'elles aiment écrire, qu'elles aiment la langue, mais qui ne savent pas forcément quel métier elles veulent exercer. Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais à ces 2 types de personnes? Alors, à la moindre lettre qu'on tape ou qu'on supprime, selon qu'on corrige ou qu'on traduit, c'est ça qui nous génère un revenu et il est, quand on a été salarié, ça faut bien prévoir. Il faut pas avoir peur de frapper à différentes portes, pas avoir peur même être motivé pour travailler dans des secteurs divers et variés, sur des supports divers et variés. Alors aujourd'hui, il y a quand même la presse, les maisons d'édition, Internet, que sais-je, les livres blancs, les rapports d'activité. Donc voilà, tout ce qui est institutionnel, entreprise n'est pas à négliger. Sachant que parfois il y a un budget un peu plus conséquent. Mais donc il faut aussi savoir se vendre, savoir se vendre. Voilà, tout à fait. C'est de soi-même. Voilà, c'est un peu la casquette qu'on n'a pas à la base quand on aime les mots, c'est la casquette commerciale, quoi. Ça s'apprend, mais il faut en être conscient. Sinon, être sensible évidemment aux mots, mais à la clarté du propos. On n'a pas besoin d'être littéraire dans l'âme pour faire ce métier-là. D'ailleurs, dans la profession, on n'est pas si nombreux que ça à travailler exclusivement pour des maisons d'édition. Il y a plein d'autres supports qui sont sources de travail et qui sont super intéressantes. Je trouve que faut pas négliger le reste. On a un peu cette idée un peu toute faite de tu corriges des romans. Oui, il peut y avoir ça bien sûr. Mais le scolaire, ça peut être super intéressant, les formations, les thèses, c'est passionnant et surtout c'est absolument nécessaire parce que le thésard, il est sur son sujet, il est pas tant sur la langue. Enfin, il faut aussi savoir que c'est un métier qui prend du temps, qui demande du temps. Bien souvent, quand on fait un devis ou qu'on nous demande nos tarifs, on passe un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps sur ce qu'on avait imaginé. Pour se lancer dans ce métier, il faut être très curieux d'esprit. C'est se former, c'est tout le temps en fait. Lire, écouter des podcasts, aller au théâtre, aller au cinéma, être alerte sur à peu près tous les sujets. Un peu caméléon. Un peu caméléon, voilà, aussi bien la psychologie, l'éducation que les problèmes économiques. En fait, tout doit être source de questionnement et après peut nous aider aussi dans notre métier, dans notre pratique. Donc, c'est un métier avec une forte sensibilité, en fait. C'est vrai que j'aime bien parler de l'empathie, essayer de se mettre un peu dans le personnage ou à la fois, c'est un peu schizophrénique, c'est à la fois dans le personnage ou dans les dialogues et dans l'univers et en même temps la visée c'est quand même le lectorat, quoi. Comment le texte va être perçu, il faut que ce soit fluide, il y a peut-être quelque chose à clarifier, à suggérer à l'auteur. Alors déjà on peut se prendre la tête longtemps sur la place d'une virgule. C'est jamais simple la virgule. D'ailleurs à l'EFLC on a tout un webinaire consacré à la virgule. Pour être un peu plus sérieux, voilà, il y a les coquilles, il y a les fautes, il y a la grammaire, il y a la syntaxe, mais il y a l'orthotypographie, il y a tout ce qui fait qu'un magazine, un livre, un écrit, un site est fluide, lisible, agréable et donne envie de lire, c'est quand même l'idée. Et enfin, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement de ce métier, que nos auditeurs qui éventuellement envisagent de se lancer, est-ce que tu peux nous parler de tes clients, la composition de tes clients? Là, on enregistre à Poitiers. L'avantage d'un métier comme le tien, c'est que tu peux travailler d'où tu veux pour le monde entier, finalement. Est-ce que tu as aussi des ancrages ici, en local à Poitiers? En effet, je me suis réinstallée à Poitiers il y a 5 ans. Et après une vingtaine d'années à Paris, j'ai principalement des clients qui sont basés à Paris. Mais c'est un souhait aussi de ma part de me réancrer un peu dans le territoire poitevin. Pas mal d'institutions culturelles. Il y a le Palais qui est en train de se transformer. Il y a le TAP, le META, l'Agence culturelle de Nouvelle-Aquitaine. Il y a le CNED. Il y a énormément d'institutions culturelles importantes à Poitiers. Moi, pourquoi pas bosser pour eux? J'aimerais bien aussi avoir un lien très concret avec la ville dans laquelle j'habite. Voilà, je ferai ça avec grand plaisir. Bon, je vais conclure. Oui. Merci Blandine pour ton regard et ton enthousiasme et toutes ces explications sur un métier qu'on connaissait assez peu. Si cet échange vous a donné envie d'en savoir plus sur ce métier, de vous former ou même de franchir un cap professionnel,
Sachez que de nombreuses opportunités existent pour celles et ceux qui souhaitent travailler au cœur de la langue. À bientôt, merci de votre écoute.